L'IA générative, pour les e-commerçants, elle va s'intégrer absolument dans tout. On commence déjà à le voir venir dans la recommandation pro de service client, la manière dont est organisée la logistique, à la voir arriver dans la montée en puissance des expériences immersives. On peut l'imaginer aussi social shopping. Je pense qu'on va voir arriver de plus en plus d'influenceurs IA qui vont faire des démos produits. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Édouard Marguin, qui est cofondateur d'Upseller, une solution basée sur l'IA, lancée en 2024, qui permet aux e-commerçants de générer instantanément du contenu pour leurs fiches produits à partir du seul nom et de la marque du produit. Aujourd'hui, nous allons nous parler e-commerce et intelligence artificielle. Bonjour Édouard, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu ? Bonjour Julien, merci à toi de m'accueillir, tout va très bien. Eh ben, tant mieux, écoute, alors on va passer un peu de temps ensemble, on va parler fiches produits, IA, e-commerce, marketplace sans doute également un peu. Mais déjà, on va revenir un peu aux fondamentaux pour les personnes qui nous écoutent. C'est quoi une fiche produit exactement ? Oui, bien sûr, une fiche produit, c'est un des éléments clés d'un site e-commerce. La fiche produit, c'est la page qui contient toutes les informations essentielles du produit, son nom bien sûr, sa description, ses caractéristiques techniques, les visuels et aussi parfois beaucoup d'autres informations, les avis clients et de plus en plus d'éléments immersifs ou qui augmentent l'expérience et qui évidemment, in fine, invitent l'acheteur à passer sa commande, puisque c'est quand même ça l'intérêt de la fiche produit. Elle doit être complète, elle doit être claire et elle doit être engageante à l'action. D'accord. Et c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve sur tous les sites de e-commerce, hein, sur Amazon ou autre. Quand on clique sur un produit, c'est ce qui s'affiche à l'écran, hein, c'est ça ? Exactement. D'accord, parfait. Alors Upseller, je disais, est une jeune start-up, hein, née en 2024, jeune entreprise, spécialisée justement sur la génération de fiches produits par l'IA. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que ça pouvait être une vraie opportunité pour le e-commerce d'utiliser justement des outils d'intelligence artificielle ? Alors en réalité, je m'en suis rendu compte avant même d'arriver dans cette aventure, puisqu'avant ça, je dirigeais les opérations d'une chaîne de cavistes, Lavinia, et notamment son site e-commerce. Et j'ai perçu que l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative, allait nous permettre de rationaliser énormément de coûts. Et parmi les coûts importants d'un site e-commerce, il y a évidemment ceux de la rédaction des fiches produits. L'idée d'Upseller, elle est née d'un constat simple. La création des fiches produits, c'est un vrai goulot d'étranglement pour énormément de e-commerçants. Les marketplaces, bien sûr, qui ont des catalogues extrêmement larges, mais aussi tous les distributeurs multimarques qui doivent gérer des catalogues de milliers, même parfois de millions de références en provenance de différents fournisseurs, parfois incomplètes. Et évidemment, le tournant, c'est la montée en puissance récente des IA génératives, puisqu'elles ont désormais atteint un niveau de qualité qui permet non seulement d'automatiser la rédaction, mais aussi d'adapter le contenu à la cible, aux différents canaux de vente et optimiser la conversion. Et donc Upseller est né pour exploiter ce potentiel et répondre à un besoin très concret du marché. D'accord. Alors de manière très concrète, juste pour bien expliquer, quand un e-commerçant veut mettre en vente un produit, c'est à lui de rédiger la fiche produit à partir de quelles informations et comment est-ce qu'il opère vraiment concrètement ? Alors, il y a différents cas d'usage en partant de la marque. La marque, elle définit évidemment le contenu du produit qu'elle a créé. Donc, je dirais que ça, c'est la base de la création de l'information produit. Mais derrière ça, il y a tout un réseau de distribution. Et malheureusement, aujourd'hui, les marques fournissent souvent trop peu d'informations à leurs distributeurs ou des informations incomplètes. Et quand bien même elles leur fournissent un contenu complet, s'il est réexploité tel quel par le distributeur, il génère ce qu'on appelle du duplicate content, du contenu dupliqué. C'est-à-dire que finalement, les moteurs de recherche vont considérer que ce contenu a assez peu de valeur parce qu'il n'est pas le seul, l'unique. Et donc, le distributeur multimarque qui l'a bien compris ou la marketplace va en général passer beaucoup de temps à réécrire, recollecter de l'information, compléter, enrichir la description de la marque. C'est ça qui prend énormément de temps et de temps humain principalement. D'accord. C'est-à-dire que effectivement, il faut créer un contenu qui soit unique, différenciant, puis qui colle peut-être aux valeurs du distributeur ou la marketplace ou du e-commerçant.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en plus des caractéristiques, je dirais, techniques, qui sont indiscutables du produit, ses dimensions, son poids, sa couleur et cetera, le site va avoir, tendance à vouloir intégrer sa ligne éditoriale, sa manière de s'adresser à ses clients. Je donnais l'exemple l'autre jour, un slip, vendu, sur le site Petit Bateau, il est pas présenté de la même façon qu'un slip vendu sur le site du Slip Français. Ça a beau, être un slip 100 coton, il y a une patte, il y a une signature de la marque et donc elle va passer du temps à rédiger un contenu qui soit engageant et qui soit fidèle à sa ligne éditoriale. D'accord. Alors, en préparant l'émission, tu me disais que rédiger une fiche produit coûte en moyenne entre 5 et 50 euros. C'est considérable, surtout si on peut avoir des centaines ou des milliers de fiches produits à réaliser. Qu'est-ce qui explique ces coûts? Est-ce que c'est que du coût humain ou il y a autre chose? Et quel est le processus habituel? Est-ce qu'on fait appel à des rédacteurs? Est-ce que c'est le responsable e-commerce qui s'occupe de ça? Alors ça peut être des profils totalement différents selon les tailles de structure. Mais en effet, pour revenir sur les éléments humains, d'abord bien entendu le temps de rédaction. Un rédacteur humain, il va prendre peut-être 20, 30, 60 minutes à collecter des contenus, rédiger, une fiche produit de qualité. Il y a aussi une dimension d'expertise technique, parce que sur un certain nombre de produits, un contenu très technique ou très haut de gamme va exiger des compétences un peu, plus spécifiques. Il y a aussi toute une phase éventuellement de validation, c'est-à-dire entre la rédaction initiale, les relectures, les ajustements, il va falloir potentiellement revenir dessus. Sans parler des e-commerçants qui vendent à l'international et qui ont aussi un sujet de traduction et d'adaptation, des fiches à leurs différents marchés. D'accord, OK. Donc c'est du temps humain principalement et d'un point de vue technique, c'est finalement assez simple, c'est-à-dire qu'on crée du contenu, on l'intègre dans un CMS, je suppose, heu et ensuite tout est mis en ligne. Oui, alors sur le stack d'outils, c'est très variable en fonction de la taille et de la maturité des marchands. Un petit e-commerçant va se baser effectivement sur son CMS, qui est donc sa plateforme, e-commerce pour renseigner ses produits. Mais dans les grandes organisations, ça va passer par un ERP, ça va passer par un PIM éventuellement ou un DAM. Et nous, on se présente même auprès de ces grandes organisations comme une solution de PXM aujourd'hui, de Product Experience Management, qui est le prolongement de l'outil, qu'est le PIM. Donc le réceptacle de l'information, il peut varier, mais ça n'enlève pas le temps nécessaire pour le produire. Alors on va revenir évidemment sur le sujet qui nous intéresse, qui est celui de l'intelligence artificielle. Tu me disais qu'en automatisant ce processus, grâce à l'IA générative, on peut avoir une baisse des coûts de 10 à 30 fois. Alors comment c'est possible? Et plus globalement, comment ça fonctionne au final? Ça fonctionne la solution Upseller fonctionne de manière assez simple. On va, même si le moteur technologique est complexe, derrière, on va repartir du nom, et de la marque du produit ou de son code EAN, GTIN, qui sont les codes d'identification, produit. À partir de ça, on va faire un crawl très large de toutes les sources de données disponibles. Par défaut et sans autre information de la part de notre client qui peuvent être ses ressources internes, on va aller chercher ces informations là où elles existent, c'est-à-dire en externe sur le web. Et donc on va aller chercher Google Shopping, les premiers résultats de recherche, dans le moteur de recherche, les fiches techniques si on en trouve au format, PDF, les vendeurs du produit en question sur Amazon ou d'autres sites. À partir de là, on va collecter toute cette information, on va la fiabiliser à travers tout un tas de règles pour s'assurer de la fiabilité des informations que l'on remonte. Et une fois qu'on a tout ce socle de données, on va effectivement ajouter une couche d'intelligence artificielle pour lui demander de générer le contenu final à partir de ces informations. Et donc, ça va générer de manière quasi instantanée, ça prend une dizaine de secondes aujourd'hui, un nom standardisé, un descriptif court, un descriptif long, un argumentaire de vente, une FAQ dynamique, un bloc d'informations sur la marque. On va suggérer les visuels du produit. On va suggérer les informations SEO, méta, titre, méta, description, et remonter l'intégralité, l'exhaustivité des spécifications techniques, donc ce qu'on appelle des attributs, qui vont permettre aux marchands de réintégrer le produit avec les bonnes catégories dans ses systèmes, de sorte que
le produit qui est détecté comme étant de couleur rubis remonte bien dans la catégorie rouge chez lui et pas rubis, pour s'assurer que sur les recherches qui peuvent être faites sur son site, par exemple, le produit remonte bien dans la bonne catégorie, et de la bonne couleur. D'accord. Et donc c'est un système, donc qui permet d'automatiser la génération de fiches produits, mais comment est-ce que tu fais pour que ce soit adapté à la ligne éditoriale du site du e-commerçant? Tu le disais tout à l'heure que, un même produit peut avoir plusieurs descriptions selon la ligne édito du site. Bien sûr, pour chaque catalogue qui va être créé sur la plateforme Upseller, on va pouvoir définir, à la fois les contenus qui sont attendus en sortie et les contraintes qu'on va opposer à ce contenu. Et là, tu évoques, une fonctionnalité qui s'appelle chez nous le custom tone of voice. Toute l'idée, c'est que le marchand va pouvoir nous fournir, au choix ses contraintes ou son guide éditorial, ou de manière beaucoup plus simple, parce que c'est pas toujours quelque chose dont il dispose, les URL de 3, 4, 5 produits dont les fiches produits sont parfaitement rédigées. Et à partir de là, on va détecter le ton de voix, on va détecter le ton de marque et on va réexploiter ces informations en les fournissant au modèle comme une contrainte pour la rédaction des fiches à venir. D'accord. Une fiche produit réalisée par un humain, ça prend combien de temps? Et une fiche produit réalisée par Upseller, ça prend combien de temps? Bah, je dirais qu'une fiche produit, réalisée par un humain, ça peut prendre, comme je te disais, entre, 20, peut-être 30 minutes, environ. Une fiche produit générée avec Upseller, elle est générée en 15 secondes et ensuite, je dirais que si on s'octroie un temps de relecture et de vérification, de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes peut-être, voilà, l'ordre d'idée. Donc tu vois qu'entre 3 minutes et 30, on est déjà sur un facteur 10. Et donc ce modèle, ce fonctionnement utilise évidemment des outils d'IA existants, hein. Vous n'avez pas votre propre LLM évidemment. Donc j'imagine que c'est quoi? C'est OpenAI, Gemini de Google et cetera. Comment est-ce que vous choisissez le bon LLM justement pour faire ce travail? Et comment est-ce que vous connectez tout ça, dans Upseller? Alors on choisit pas, on intègre au fur et à mesure et on fait évoluer à mesure des différentes sorties, des différents produits qui arrivent sur le marché. Parce qu'en fait, les LLM évoluent extrêmement rapidement et donc on essaye d'aller chercher le meilleur de chaque LLM et on utilise, l'intégralité, un pool en fait de LLM pour arriver à produire le meilleur contenu possible. Il évolue, y compris en qualité. On a déjà fait 3 releases, successives sur le dernier mois écoulé, hem, en exploitant davantage, Claude ou, Perplexity ou OpenAI pour telle opération parce qu'on considère que, elle est plus qualitative ou plus fiable. Et donc on va vraiment à chaque étape essayer d'intégrer le, le modèle qui est le plus pertinent et c'est totalement évolutif puisque comme tu le vois, il y a des nouveaux modèles qui arrivent, tous les jours sur le marché et donc on se laisse la possibilité justement de pouvoir à tout moment sortir, faire entrer des nouveaux modèles, hem, dès lors que ça nous permet d'augmenter la qualité. D'accord. Alors tu fais référence notamment à DeepSeek, effectivement, ce nouveau, modèle, chinois dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Hem, Qu'on n'exploite pas du tout, hein, aujourd'hui pour d'accord, l'instant. mais ça veut dire que vous avez quelqu'un en interne qui fait une veille constante sur tous les différents modèles de langue, qui les teste, et qui voit lequel est, un jour J meilleur qu'un autre et cetera? Bien sûr, sur la dizaine de profils qui constituent l'équipe technique d'Upseller, près de la moitié sont, experts IA, et donc ça fait partie de leur quotidien que de faire évoluer notre produit à partir des produits disponibles sur le marché. Et il y a des vraies différences entre un ChatGPT et puis un Gemini et un DeepSeek? Enfin, je sais que vous faites pas DeepSeek, mais en l'occurrence, selon les différents modèles de langue, vous constatez des vraies différences dans la rédaction des fiches produits? Ouais, on en effet sur des tournures, sur la capacité à intégrer, nos prompts, nos contraintes, sur le rendu, heu, sur la capacité à générer un contenu qui soit, plus davantage lié, par exemple, au ton de la marque. Il y a des IA qui sont meilleures que d'autres pour faire ça.
Typiquement, OpenAI va souvent remonter les mêmes tournures de phrases. Alors que on cherche évidemment à se détacher le plus possible de ça pour faire en sorte que chaque, commerçant qui génère des fiches, génère un contenu qui soit totalement unique, qui ne soit jamais redondant. Hem, donc on va aller chercher cette dimension-là de génération de la description plutôt dans d'autres LLM, mais on va utiliser, OpenAI pour d'autres opérations, puisqu'évidemment, c'est une succession d'un très grand nombre d'opérations. Perplexity, nous aide, beaucoup à aller, chercher les informations disponibles, et à trier les informations disponibles. Donc voilà, on va vraiment aller chercher le meilleur de chaque modèle en fonction des opérations. D'accord. Alors les informations d'une fiche produit, a priori, c'est plutôt des infos publiques que n'importe qui peut trouver en ligne. Pour autant, est-ce que, vous avez également une problématique de, protection de la vie privée, protection des données personnelles? Comment s'assurer que les données ne repartent pas derrière, entraîner d'autres systèmes de modèles au sein des géants de la tech? Est-ce que c'est un sujet ça ou pas? On agrège deux technos. La première est celle de la collecte du contenu, la seconde, la génération du contenu. À partir du moment où on collecte un contenu qui est disponible, qui est public, hem et que on ça c'est ce qu'on fait entrer dans le modèle, qui sont des informations qui, dont on pourrait se dire qu'elles ne nous appartiennent pas, mais elles n'appartiennent pas, davantage, aux marchands. Elles sont disponibles, elles sont publiques. Hem et qu'on garantit qu'en sortie, on a un texte qui est totalement unique. Il y a pas de notion de droit ou de propriété qui y est attachée. Simplement, heu, on ne fait qu'automatiser ce qui se passe déjà dans la réalité pour l'ensemble des e-commerçants. C'est-à-dire que, un e-commerçant qui vend, des, savons en ligne, il va sur les sites, sur le site de la marque, de savon, il va sur le site de ses concurrents pour récupérer, de l'information, il va sur Amazon pour récupérer cette information, la collecter et la reproduire, la ressortir avec sa touche. Donc on ne fait qu'automatiser, quelque chose qui existe déjà, qui est déjà la manière de fonctionner des e-commerce. D'accord. Vos clients, c'est qui exactement? Est-ce que vous parlez davantage aux CMS type Shopify, par exemple? Ou est-ce que vous allez parler aux e-commerçants, qui ensuite, doivent intégrer votre techno dans leur système? Alors, on adresse énormément de catégories, différentes. Heu, d'un point de vue, core business, nos clients sont d'abord les marchands, qui peuvent être soit des marques, et les marques, je vais essayer d'être, rapide mais clair. Soit les marques, on va leur permettre, elles, de transformer leurs données brutes en données exploitables par leurs distributeurs. Typiquement, une marque qui veut se vendre sur Amazon, elle doit réécrire ses contenus produits et les faire matcher avec les éléments qui sont demandés par Amazon. Donc là, de cette manière-là, on va pouvoir aider une marque. Ensuite, on va aider les distributeurs multimarques. Donc, c'est Manutan, c'est, Office Dépôt, c'est toutes les enseignes qu'on connaît, qui distribuent des produits d'un très large, panel de fournisseurs. Eux, on va les aider à standardiser et à harmoniser l'information. Ils reçoivent des catalogues de différentes marques et en sortie, ils veulent avoir un catalogue avec, bah, toujours la même nomenclature de nom, la même façon de présenter le produit, le même ordre dans leur argumentaire, commercial, et cetera, et cetera. Donc les distributeurs multimarques, on va les aider à harmoniser le contenu et à l'enrichir. Parce que bien souvent, ils peuvent avoir des informations qui sont, incomplètes de la part, des marques. Heu et puis les marketplaces, elles ont un sujet encore différent, c'est qu'elles ont des vendeurs externes qui vendent des produits sur leur plateforme et donc elles ont un peu les 2 besoins. Celui de proposer à leurs vendeurs le schéma le plus simple possible pour fournir leurs données et de s'assurer que les données fournies par le vendeur respectent le cadre qu'elles se sont fixées. Mais au-delà des e-commerçants, on va intéresser et on travaille déjà avec des agences, par exemple, des agences médias à la performance,
notamment parce qu'une agence média, elle va vendre du média pour le compte d'une marque pour lui attirer du trafic sur son site et pour générer des ventes. Il est évident que toutes ces agences dont le modèle économique est à la performance, elles sont extrêmement dépendantes du taux de conversion sur le site de la marque, in fine. Et donc, ça devient dans leur intérêt aussi de s'assurer que les fiches produits des marchands qu'elles accompagnent sont complètes, engageantes, aident à la conversion. Et puis tu le citais, il y a une autre catégorie d'acteurs, effectivement, avec lesquels on travaille aujourd'hui, qui sont tous les intégrateurs, tous les systèmes qui aujourd'hui existent déjà chez les e-commerçants et qu'on vient enrichir avec notre offre. Donc nous, on va apporter des éléments supplémentaires qui peuvent s'agréger à un PIM, heu, qui peuvent, tu citais, Shopify. Effectivement, Shopify, on a des connecteurs qui sont prévus avec les différents CMS, des API. On va essayer de rendre les opérations possibles à partir des outils que les e-commerçants utilisent déjà. Donc Upseller peut fonctionner avec ce système d'API, de connexion avec différents outils, avec la plupart des grands gestionnaires de marques en fait en ligne, hein, que ce soit Shopify ou autre. Ouais, d'accord. Absolument. Ok, très clair. Alors il y a un sujet qui est important quand on parle d'IA, et j'imagine que vous êtes bien conscient, c'est le sujet des hallucinations. Alors juste en deux mots, une hallucination, c'est quoi? C'est simplement une fausse information qui est générée par un moteur d'IA de manière souvent très convaincante, des faux noms, des faux lieux, des fausses histoires, etc. Dans le cas des fiches produits, comment est-ce que vous traitez ce sujet et comment est-ce que vous garantissez que les fiches produits restent, ancrées dans la réalité et que l'IA, n'est pas hallucinée au moment d'écrire, la description d'un produit? Alors, j'ai plusieurs réponses à t'apporter. On a ce qu'on va appeler des garde-fous. La première chose, c'est que on va opérer un contrôle très précis des sources. Il est évident que dans notre crawl de données, on va accorder beaucoup plus d'importance au site de la marque qu'à une marketplace ou un site inconnu pour ce qui est de la fiabilité des informations. La deuxième chose, c'est que nous, on ne génère pas, notre modèle d'IA ne génère pas de contenu inventé. Il ne s'appuie que sur des bases de données qui ont été validées. La deuxième chose, c'est que on a aussi des algorithmes qui permettent de détecter une information qui serait considérée comme peu fiable et donc de l'exclure du scope. Je te donne un exemple. Heu, si on détecte 15 sites qui vendent une table dont la hauteur est 88 centimètres et un site qui nous dit que la hauteur est 90 centimètres, on va pouvoir considérer qu'a priori, le niveau de fiabilité est très bon dans le fait qu'elle fasse bien 88 centimètres et qu'il y ait un acteur qui se soit trompé. Mais si on trouvait 2 sources au lieu des 20 et que, on a une hauteur qui diffère entre les 2, alors on va se passer de cette information. Parce qu'effectivement, ce que l'on souhaite, c'est que les informations que l'on fournit à nos marchands, elles soient extrêmement fiables, tout simplement parce que tout l'intérêt de la solution upseller réside dans le fait de pouvoir faire des générations en masse. C'est-à-dire non pas de créer les produits les uns après les autres, mais d'importer des catalogues de centaines, de milliers de produits et de générer en masse. Et puis la dernière chose, c'est que nos clients peuvent paramétrer des niveaux de contrôle et surtout, la solution upseller est faite de telle sorte que les fiches produits, une fois générées, sont dans un statut temporaire qui est un statut à vérifier. Et on incite le e-commerçant à passer par ce temps de relecture, qui est finalement extrêmement rapide, hein. C'est 10 fois moins long à minima que ce que ça représentait avant pour eux. Euh, un passage de relecture sur la fiche produit pour s'assurer que les informations soient bien correctes. Mais encore une fois, jusqu'à présent en tout cas, on a remonté aucun cas, pas un seul, dans lequel les informations produits n'étaient pas les bonnes. Comment vous faites pour mesurer la qualité d'une fiche produit générée par IA? Est-ce qu'il y a des critères, vraiment standards, objectifs? Ou c'est vraiment à l'appréciation du e-commerçant? Alors, il y en a 3 qui sont extrêmement clairs.
Le premier, c'est la visibilité de la fiche, et donc c'est tout ce qui va impacter le SEO, le positionnement Google principalement. Une fiche produit avec beaucoup d'informations, des informations pertinentes, structurées correctement, avec un nom, un descriptif propre, va être mieux référencée, donc donner plus de visibilité à ce produit dans les moteurs de recherche, donc générer plus de trafic. C'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, qui est probablement le plus important de tous, c'est le taux de conversion. Une bonne fiche produit, c'est une fiche produit qui permet de booster les ventes. Et puis le dernier, qui n'est absolument pas négligeable, qui est fondamental parce qu'il impacte directement le PNL des entreprises, c'est l'engagement client. Et par là, j'entends le travail qui est fait sur les retours produits. Une fiche produit qui est mal renseignée, c'est une fiche produit qui, qui, qui peut conduire à des ventes, mais qui malheureusement peut aussi conduire à des retours. Et le retour, c'est extrêmement coûteux pour un e-commerçant, puisqu'évidemment, ce sont des frais qu'il a engagés de toute façon, sans toucher le bénéfice du produit, sans compter les allers-retours de livraison, etc. Donc je dirais que le taux de conversion, le SEO et la baisse des retours produits sont les trois éléments principaux qui permettent de mesurer vraiment la différence sur une fiche produit. Alors toi qui es en contact avec des e-commerçants de manière régulière, qu'est-ce qu'ils pensent, de votre solution, et de la manière dont vous gérez les fiches produits? Est-ce que pour eux, la fiche produit, c'était vraiment un sujet anecdotique ou est-ce qu'ils avaient conscience que c'était vraiment un levier pour, vendre, mieux et plus vite? Alors je te répondrai en disant un peu les deux. C'est un mal nécessaire, et la difficulté aujourd'hui des marchands, c'est qu'ils ont des catalogues de plus en plus importants, de plus en plus larges. Et donc évidemment, sauf à trouver des solutions pour automatiser tout ça, je vais reprendre l'exemple d'un petit e-commerçant, qui vend 1000 produits. Bon, c'est déjà pas rien, mais ça se gère avec une rotation régulière des produits. Ce même e-commerçant aujourd'hui, Heu, il va monter son catalogue à 5, 10 000 produits, parfois, davantage, 50 000 produits, parfois même chez des petits commerçants. Et donc là, évidemment, ça devient extrêmement compliqué à gérer. C'est un mal, ça coûte extrêmement cher pour les e-commerçants. Heu, les grandes structures sont un peu mieux organisées, sont plus matures techniquement pour gérer tout ça. Mais elle raisonne, et notamment dans le cadre des marketplaces, sur des bases de millions de produits. D'accord? Une marketplace, c'est en général entre 2 et 10 millions de produits, hein. Donc, heu, c'est énorme. Hem, pour répondre à ta question sur la manière dont ça va évoluer, l'IA va permettre de générer de plus en plus de contenu, et un contenu qui sera de moins en moins cher, pour rendre l'expérience plus immersive. Je pense au fait que, on pourrait, intégrer des descriptions vocales du produit sur une fiche. On pourrait intégrer des vidéos du produit générées par, l'IA, des démos en 3D, pas uniquement la dimension texte, mais aller vers davantage d'expériences immersives. Ce qu'une marque pouvait se permettre à l'échelle de quelques produits très premium ou dans le luxe, etc., mais qu'évidemment, un e-commerçant ne peut pas se permettre à l'échelle de milliers de produits, sauf à s'appuyer sur l'intelligence artificielle. D'accord, intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut avoir vraiment comme des vidéos personnalisées générées par IA, selon le type de produit qu'on regarde, des choses qui seraient impossibles à tourner et à organiser pour une marque qui a des centaines ou des millions de produits. Qui serait possible, mais qui serait Ouais, suicidaire c'est ça. d'un point de vue économique. Hem, l'IA générative pour les e-commerçants, elle va s'intégrer absolument dans tout. On commence déjà à le voir venir dans la recommandation produit, dans le service client, dans la manière dont est organisée, la logistique. Hem, on va la voir arriver dans la montée en puissance des expériences immersives dont je te parlais. Mais, on peut l'imaginer aussi en social shopping.
je pense qu'on va voir arriver de plus en plus d'influenceurs IA qui vont faire des démos produits, qui seront intégralement, générés par IA. D'accord, et le tout intégré dans, le site, de vente en ligne? Ou sur les réseaux sociaux, et liés, au site. Mais aujourd'hui, et ça n'a pas énormément changé depuis 15 ans. Bien sûr, ça a quand même, évolué, mais le taux de conversion du e-commerce, ça reste de quelques pourcents. Heu, donc aujourd'hui, si vous imaginez que vous avez un magasin, vous avez une boutique qui a pignon sur rue, et que pour vendre, un produit, il faut, qu'il y ait 95-97 personnes qui soient passées avant. Donc l'e-commerce doit absolument augmenter la conversion, et augmenter la conversion, c'est du bon sens, mais c'est revenir à des fondamentaux. Est-ce que j'ai un bon produit avec un bon prix qui est bien présenté? Je te le dis, un peu en exclu, mais dans les briques technologiques qui arrivent, sur Upseller, on en a 2 qui sont extrêmement importantes, et qui vont être des game changers, je pense, pour nos clients. Hem, le 1 c'est le scoring, l'audit de qualité. C'est-à-dire la capacité que la plateforme va avoir d'aller screener ton propre catalogue, et te dire: «Voilà là où tes fiches ne sont pas bonnes, où elles ne sont pas complètes, où il manque des visuels, où il y a du contenu manquant ou du contenu, dupliqué». Waouh, mais ça, c'est hyper précieux le travail commerçant, parce que ça veut dire que tu as un outil qui fait un audit complet du site en disant, «Voici les X pages qui fonctionnent pas», quoi. Exactement, exactement, et à partir de ça, de pouvoir te dire: «Bon, bah, voilà, c'est celle-ci qu'il va falloir, traiter, en priorité». Intéressant, et Upseller, c'est vraiment une entreprise qui a été créée grâce à l'intelligence, artificielle générative au final. Grâce à la révolution de ChatGPT et cetera. Ça aurait pas été possible de lancer cette entreprise avant 2022? Si? Probablement que non, en effet. En fait, la genèse de d'Upseller, heu, c'est l'un de mes cofondateurs, l'un de mes associés qui avait créé une entreprise qui s'appelle Spy Commerce, et qui s'était vraiment spécialisée sur le fait d'aller collecter de l'information, et notamment pour permettre aux marchands de se positionner en termes de, ils faisaient ce qu'on appelle du price monitoring. Donc, d'aller regarder pour un produit donné, pour un e-commerçant, ce qui était une information qui avait beaucoup de valeur, à quel prix étaient positionnés, ses concurrents. Et en fait, finalement, cette brique-là étant développée depuis plus d'une dizaine d'années, maintenant, on avait déjà le socle qui permet d'aller collecter toutes les informations, et c'est vraiment un socle technique qui est complexe. Et avec la montée en puissance des IA génératives, on s'est dit: «Mais finalement, est-ce que si on repart pas de cette donnée qu'on a l'expertise d'aller collecter, et qu'on y ajoute une couche d'IA générative, on n'est pas en capacité d'accompagner les marchands dans le fait de produire à grande échelle du contenu produit adapté à chacun de leurs canaux?» Et évidemment, et c'est là qu'on se met à parler de product experience management, parce que finalement, on part de plein de sources différentes de données en amont, potentielles, entre celles qui existent sur le web, les fichiers qui peuvent être fournis par les fournisseurs, et cetera, heu, pour produire plein de contenus différents en aval, puisque, si je pousse un petit peu le trait, à partir des informations d'un produit, on va pouvoir générer la fiche produit parfaite pour Amazon, pour tel ou tel site en ligne, mais on peut aussi générer le contenu produit pour l'étiquette dynamique qui figure dans ton magasin, et qui, elle, doit répondre aussi à des critères spécifiques, une longueur de texte. Tu sais, quand tu vas en magasin et qu'en général le nom du produit est tronqué, bon, bah, c'est parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'adaptation du contenu au support ou au canal de vente. Donc on pourrait aller jusque-là, et produire du contenu spécifique à la PLV en magasin, aux formats médias qui sont, utilisés, et cetera, et cetera. Quand toi tu vas en ligne pour acheter des choses, est-ce que tu es plus attentif à ces petits détails maintenant, à la fiche produit, à la manière dont elle est présentée, au vocabulaire qui est utilisé? Des formations professionnelles peut-être? Le je
je l'ai toujours été et même avant, moi je suis pas trop un acheteur, compulsif, sur, internet. Alors si j'ai un besoin, voilà, très, très rapide, j'ai comme beaucoup, d'entre nous le réflexe, Amazon, c'est certain. Mais aujourd'hui, heu, j'utilise de plus en plus au quotidien les IA pour mes recherches produits. Donc je vais demander j'ai acheté mon lave-linge, alors je te parle de choses perso, mais mon lave-linge est tombé en rade, j'ai dû en racheter un. J'ai demandé à ChatGPT de m'aider à le trouver. À trouver le bon rapport qualité-prix, à m'expliquer quels étaient les critères sur lesquels il fallait que je sois sensible, à m'expliquer, que la différence entre 1 200 et 1 800 tours minute, c'est important ou que le séchage, il est ceci, cela et une fois que j'avais fait cette recherche, je lui ai demandé les sources. Je lui ai dit: «OK, maintenant dis-moi», c'était à l'époque du Black Friday, «dis-moi où est-ce que je peux trouver la meilleure offre pour ce modèle?» Et donc en fait, j'ai compensé, heu, en demandant à une IA d'aller chercher toute l'information disponible, mais donc finalement ça montre bien que l'information produit, elle est fondamentale pour passer à l'action. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu expliquais un peu plus tôt que le upseller et une bonne fiche produit avait un impact sur le SEO, donc sur le référencement dans Google. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la discussion du SEO est un peu en train de bouger vers justement les outils d'IA générative. C'est-à-dire qu'on va utiliser ChatGPT comme outil de recherche, mais ça veut aussi dire qu'on ne connaît pas l'algorithme, on ne sait pas exactement comment il fonctionne, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il va privilégier tel site plutôt que tel site. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut avoir un impact pour les e-commerçants? De se dire, bah, Google, c'est certes une source principale de recherche et puis de revenus aussi, mais il faut aussi savoir écrire, penser pour les IA, pour Perplexity, pour Gemini, pour OpenAI. Et ce qui est certain, c'est que sans l'information produit sur son site, on a assez peu de chances d'être détecté, ni par un moteur de recherche, ni par une IA. Et donc finalement, je pense que la question, il faut la tourner dans le sens inverse. Hem, de toutes les manières, un commerçant, c'est quelqu'un qui sait raconter une histoire à propos d'un produit, qui connaît, son produit et ça, c'est pas prêt de changer. Ensuite, où est-ce que cette information devra être rendue disponible? Et comment on adaptera le contenu, pour faire plaisir aux IA ou être, IA, compatible, on va dire en termes de recherche. Ça, c'est une question qui mérite d'être, posée, mais qui à nouveau donne tout son sens à une solution comme Upseller parce qu'elle va permettre de dire: «Bon, bah, ça ne s'arrêtera jamais. Si à chaque fois qu'on doit rajouter, une nouvelle marketplace, un nouveau canal de vente, je dois reproduire du contenu, alors c'est reperdre, du temps, alors même justement que ce que propose de faire Upseller, c'est de partir du contenu, de l'enrichir et de le rendre disponible en autant de formats, et de supports qui sera nécessaire. Je vais être désagréable une seconde et pardon par avance, mais qu'est-ce que tu dis aux rédacteurs que tu as mis au chômage? Qu'est-ce que tu dis aux professionnels qui rédigeaient les fiches produits avant que vous arriviez? Non, je pense qu'on se trompe de sujet en la matière. La question qu'il faut se poser, c'est, ça n'est pas est-ce que les rédacteurs ou les personnes qui font du contenu aujourd'hui, hem, vont perdre leur emploi, avec, l'arrivée de l'IA? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les personnes qui font du contenu et qui n'utilisent pas l'IA vont perdre leur emploi face à celles qui l'ont intégré? Et je pense que c'est une différence qui est fondamentale. Hem, Parce que la nécessité, ce qui va faire la différence, c'est la ligne éditoriale, heu, dans les skills de rédaction de contenu, il y a une touche, personnelle, humaine et cetera qui est plus ou moins reproductible. L'intérêt de l'IA, c'est d'être capable de générer, en masse, mais ça ne changera pas le fait qu'on aura toujours besoin des rédacteurs et que bien sûr, leur manière de travailler va évoluer, mais notre manière de travailler à tous, heu,
va fondamentalement, évoluer et il y aura toujours des avocats demain, alors même que, les IA génératives, permettent de répondre mieux que n'importe quel avocat, du barreau, de répondre à une question donnée. Heu et pour autant, il y aura encore des avocats dans 30 ans, hein. Heu, Qu'est-ce qui te plaît, Edouard, dans ton travail? Qu'est-ce qui te pousse à sortir du lit tous les matins pour, travailler chez Upseller? Qu'est-ce qui t'anime? Alors je travaille pas chez Upseller, je travaille pour Upseller et donc pour moi. Bon, c'est un changement qui est fondamental. Moi, j'ai toujours été ce qu'on appelle un intrapreneur depuis 15 ans. Donc moi, j'ai toujours mis mon esprit entrepreneurial au service, d'entreprises qui n'étaient pas les miennes. Est-ce que tu as le sentiment de contribuer à un changement de paradigme, dans le monde du web? Je sais pas parce que je pense que je suis, que je suis assez humble aussi par rapport à tout ce qui arrive. J'ai pas découvert le feu, heu en revanche, c'est une manière pour moi d'embrasser pleinement le changement. C'est-à-dire finalement, créer une start-up, dans l'IA, c'est m'assurer que je passe pas à côté de cette vague-là. Alors ça garantira peut-être pas le succès entrepreneurial, mais à minima, au quotidien, ça m'oblige à faire partie de ce mouvement et ça je trouve que c'est génial. Parce que moi j'ai toujours été un fan de l'innovation, j'ai fait de la transformation des entreprises dans lesquelles j'ai été par l'innovation et donc être au cœur de cette révolution, ça me passionne et puis la deuxième chose, c'est que c'est quand même une grande liberté, la liberté d'entreprendre et je le dis souvent, mais en tant que e-commerçant, j'aurais adoré avoir une solution comme Upseller parce elle répond parfaitement à un besoin qui était un besoin complexe à gérer et donc moi je suis vraiment ravi quand je sors d'un call comme je l'ai fait hier avec, une quinzaine de personnes différentes sur un webinar et que toutes me disent: «Non mais ça va faire gagner un temps fou à nos clients, c'est génial, ça va leur permettre de faire tellement d'autres choses», bon bah voilà. Est-ce que tu as le sentiment que les qualités nécessaires pour, travailler dans le e-commerce aujourd'hui sont différentes de celles qu'elles pouvaient être il y a, 5 ans ou 10 ans? Et si on se projette un peu, c'est quoi les qualités nécessaires justement pour aujourd'hui être, vraiment, lancer une aventure, qui a du succès dans le e-com? Alors je dirais que d'un point de vue entrepreneurial, quelqu'un qui voudrait lancer son affaire demain, son site e-commerce, c'est 100 fois plus simple, 1000 fois plus simple aujourd'hui que ça ne l'était, il y a quelques années. Hem, Connecter un Shopify, un WordPress, un Stripe pour recevoir des paiements, commencer à créer des catalogues avec, de l'IA, t tout ça est largement simplifié. En revanche, pour travailler chez des e-commerçants matures, le niveau de granularité et de technicité des métiers, il est devenu de plus en plus important. Heu et donc effectivement, voilà, il est pas évident. Il est technique, mais il est de toute façon simplifié, par l'IA d'une manière ou d'une autre. Chez tes clients e-commerçants, est-ce que tu sais s'il y a des experts IA justement? Est-ce qu'il y a des métiers justement plus techni ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr, des initiatives, IA, des cas d'usage, des tests, il y en a qui sont faits dans de très nombreuses entreprises, aujourd'hui et je parle pas de l'adoption individuelle de ChatGPT pour faire, ces petites, requêtes. Mais, aujourd'hui, l'IA, est déjà utilisée et puis l'adoption elle est massive, heu et de plus en plus chaque jour, heu, dans les entreprises. Donc il y a des profils qui arrivent dans ces entreprises pour accompagner ce changement-là. Ça, c'est très clair, je le vois. Tu es confiant dans l'avenir du e-commerce aujourd'hui? Oui, bien sûr, heu, le e-commerce ne remplacera jamais en tant qu'expérience, l'expérience qu'on peut avoir, de IRL, on va dire, in real life, heu, mais bien sûr, le e-commerce, ça reste une commodity extraordinaire, donc oui, oui, je suis,
je suis plutôt confiant, oui. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Edouard. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de Pierre Vanier, qui est fondateur et CEO de Flinks, une entreprise de conseil spécialisée en IA et en développement logiciel. On écoute sa question. Si, comme je le pense, l'IA prend ton travail, quel est ton travail? Elle est pas évidente cette question. Alors, je sais pas si l'IA pourra prendre mon travail parce que dans mon cas, j'ai fait en sorte que l'IA devienne mon travail. Donc, mais d'une certaine façon, ça répond à la question et de manière peut-être un peu plus profonde d'ailleurs que ce que je crois. C'est-à-dire que, heu, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, j'ai fait de l'IA, mon métier finalement, c'est peut-être pour que l'IA ne prenne pas mon métier. J'aime bien en tout cas cette réponse. L'IA pourra pas générer des fiches produits à base d'IA. Il y a un système de full automatisation de A à Z où on vous sort de l'équation en fait. La révolution, elle est en marche, elle n'en est qu'à ses débuts, mais il y aura toujours des compétences qui seront, nécessaires, qui se feront avec, autant de reconversion que nécessaire. Mais, l'IA, ça reste un outil, hein. Ouais, absolument. Ouais, mais justement, mais un outil qui évolue beaucoup. Peut-être dernier point avant qu'on se quitte. Mais comment est-ce que toi tu fais pour rester connecté à l'IA, rester informé, éduqué sur le sujet? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu écoutes? Comment tu fais? Parce que ça peut être un peu enfin, il y a un côté un peu submergent parfois, il y a tellement d'informations, il se passe tellement de choses, c'est pas facile, quoi. J'ai quelques sources d'informations, que je lis beaucoup. En France, on a la chance d'avoir, le Hub, qui est quand même, une source extraordinaire. Vincent Ducret et Emmanuel Vivier, je les cite. Mais je pense aussi à des gens qui sont extrêmement, pointus. Je pense à Nash Hugh, et sa newsletter qui s'appelle The Ugly Truth. La triste vérité, qui est un super, qui est une super source pour, justement rester connecté à ce qui se passe. Et après, bien sûr qu'il y a trop d'informations, j'essaye, au quotidien de rester, informé, et puis, voilà, on a la chance d'avoir dans nos équipes, upsellers aussi des gens dont c'est vraiment purement le métier, d'être des experts IA, donc je me repose beaucoup sur eux aussi. D'accord, parfait. Alors à toi à présent, Édouard, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Écoute, moi, dans la lignée de ce qu'on vient de se dire, l'IA permet d'optimiser énormément de tâches, mais selon toi, quelle est la seule tâche qu'une IA ne pourra jamais remplacer, dans une entreprise? Parfait. Eh ben écoute, c'est très clair. Merci beaucoup de ta participation, Édouard. Je rappelle que tu es cofondateur d'Upseller. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.